Bonjour tout le monde et bienvenue à vous tous et toutes. Merci encore une fois de nous rejoindre pour cette dernière session des 6 sessions des ODD Lab de JCOR pour l'année 2024. Ceux qui ont participé à toutes les sessions dès la semaine passée sauront que cette série de conversations et de partages sont une réponse au forum politique de haut niveau sur le développement durable qui vient de s'achever auprès du siège de l'ONU à New York. Cette conférence était une opportunité pour le gouvernement et aussi pour les membres de la société civile d'environ 40 pays différents de se réunir pour faire des présentations concernant leur avancement national dans l'obtention des objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies. Comme vous le savez, 5 des ODD ont été sélectionnés comme thème ou priorité pour le forum de cette année et nous avons pris ces 5 ODD prioritaires en considération pour être les thèmes de nos conversations ici lors des ODD Lab. Et donc aujourd'hui, nous avons une session bonus, pour ainsi dire, qui est consacrée à l'ODD numéro 1, c'est-à-dire pas de pauvreté, l'élimination complète de l'extrême pauvreté. C'est une deuxième session car il y a eu beaucoup d'intérêt parmi les membres de notre réseau concernant cet ODD, et aussi parmi les membres de la délégation qui sont en train d'œuvrer pour éradiquer la pauvreté à différents niveaux. Et donc, on est vraiment concerné à cet aspect de l'agenda 2030. Et donc, aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'entendre la voix de quelques intervenants membres de la communauté globale de JICOR, qui est la coalition des religieuses et des religieux pour la justice, un groupe de 23 ONG qui représentent des sœurs catholiques, des frères catholiques et des prêtres catholiques auprès des Nations Unies. Avant d'entendre la voix de nos intervenants aujourd'hui, je souhaite vous offrir une petite introduction afin de mieux comprendre ce qu'est, ce qui est inclus dans l'objectif de développement durable numéro 1. Et la forme complète de l'ODD est mettre fin à l'extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Cela peut être interprété de différentes façons car chaque nation a sa propre définition de la pauvreté. Et chacune de ces définitions inclut généralement plusieurs aspects de la vie des gens, tels que le revenu du ménage ou l'argent qui est disponible pour les dépenses de base, ainsi que le fait de disposer d'une nourriture ou d'un logement adéquat. Les Nations Unies définissent l'extrême pauvreté comme le fait de survivre avec moins de 2,15 dollars par personne, dollars américains, par personne par jour, 2,15. Si les tendances actuelles persistent, l'on estime que 7% de la population mondiale, soit environ 575 millions de personnes, pourraient encore se retrouver piégées dans l'extrême pauvreté d'ici 2030. Une grande partie de ces 575 millions de personnes vivraient en Afrique subsaharienne. Or, la plupart des mesures les plus connues pour lutter contre la pauvreté au niveau national relèvent d'une catégorie de politiques de programmes publics que nous appelons souvent protection sociale. Les mesures de protection sociale ont pour but d'aider à maintenir toutes les personnes à un niveau de vie minimum qui reflète leur dignité humaine. Les programmes de protection sociale
peuvent inclure les transferts d'argent liquide pour garantir que chaque ménage ait accès à une certaine somme d'argent minimale à dépenser pour les biens de base. D'autres programmes prévoient la fourniture directe des denrées alimentaires ou de logements ou de réductions sur ces produits. Et ces politiques peuvent prendre de nombreuses formes. Malheureusement, plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement sans aucune protection de ce type. Lorsque l'on réfléchit donc à l'objectif de développement durable numéro 1, c'est un appel en fait à toutes les nations à mettre en place ce type de mesures de protection pour leur population. Cet objectif appelle également les gouvernements nationaux à investir dans la réduction de la vulnérabilité de leur population aux catastrophes environnementales qui ont tendance à toucher de la manière la plus dévastatrice les personnes vivant dans la pauvreté. Enfin, l'objectif invite tous les gouvernements à veiller à ce que tous les habitants de leur pays jouissent des droits égaux et aient accès à la propriété et au contrôle de la terre et d'autres formes de propriété, l'héritage, ressources naturelles, nouvelles technologies appropriées et services financiers, y compris la microfinance. Et donc, avec cette compréhension de la pauvreté mondiale et de l'ODD numéro 1, nous allons maintenant écouter nos représentants de la communauté des JICOR aujourd'hui. Et donc, notre premier intervenant est Monsieur José Bayard Chata, qui a envoyé un enregistrement vidéo préparé par Sœur Margaret Morelli, qui est membre de la Société du Sacré-Cœur, connue comme SCS, et qui va partager ses expériences dans le ministère au Kenya, qui est aussi son pays d'origine. Et donc, première intervenante, Margaret Morelli. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Je m'appelle Margaret Morelli et je suis la représentante de la Société du Sacré-Cœur auprès des Nations Unies. Notre congrégation est présente dans environ 45 pays à travers le monde et se concentre principalement sur l'éducation des jeunes. Nous travaillons dans les écoles, les établissements de santé, avec les migrants, dans le cadre d'activités pastorales et de plaidoyer. J'aimerais partager notre contribution à la mise en œuvre de l'ODD numéro 1, ainsi que l'impact de cette mise en œuvre sur les autres ODD, en me concentrant particulièrement sur notre travail au Kenya. J'ai choisi l'ODD numéro 1 parce que la façon dont il est
détaillé, pas de pauvreté, et en considérant aussi la situation du Kenya, eh ben, je pense que il est temps pour nous de dire qu'il n'y aura plus de pauvreté. Le temps est venu. Et donc, dans les installations informelles, c'est une situation assez difficile, hein, notamment. Et donc, nous faisons quelque chose au niveau de projets d'éducation. Au Kenya, nos ministères coopératifs s'adressent aux pauvres des quartiers informels. À Nairobi, par exemple, nous, nous travaillons à Kibera, qui est le plus grand quartier informel au sud du désert du Sahara, où beaucoup vivent dans une extrême pauvreté. Notre engagement a commencé en 1992 avec un petit programme d'alimentation. L'une de nos sœurs, une travailleuse sociale, a lancé un programme pour sauver les enfants de la rue. Nous leur avons offert un petit déjeuner, des leçons de base et un déjeuner. Ce programme a évolué ensuite vers l'éducation formelle et plus tard vers un programme formel enregistré auprès du ministère de l'Éducation. Le projet a commencé avec quelques enfants et s'est développé pour devenir une école à part entière qui accueille aujourd'hui environ 600 enfants, en priorité des filles et des garçons âgés de moins de 18 ans et issus de la rue. Nous avons rencontré des difficultés au début, par exemple les difficultés pour nourrir les enfants, et nous avons cherché des bailleurs de fonds. Nous avons reçu des offres de la part des bailleurs de fonds. Ils nous ont donné des céréales, notamment de la part du Programme alimentaire mondial, le PAM, et aussi de la part de l'UNICEF qui a commencé à nous donner des légumineuses pour offrir des protéines aux enfants. Nous avons également trouvé des bailleurs de fonds qui ont financé des activités extrascolaires et les salaires du personnel. Au fil du temps, l'environnement d'apprentissage s'est amélioré, passant des salles de classe en terre à des salles de classe construites en bois et à des structures permanentes à la fin. L'environnement d'apprentissage a été amélioré grâce à l'aide d'une organisation qui s'appelle CARE International. Dans les photos que vous voyez en bas, vous pouvez voir la structure précédente qui était construite en bois. Ensuite, la structure moderne est arrivée et vous pouvez voir les enfants qui ont quitté les rues après quelques années et qui sont transformés au sein de l'école. Ils sont devenus des vrais étudiants et ils ont un grand intérêt en apprentissage. Et donc, le programme les aide à s'élever des rues où ils étaient et regarder le changement qu'ils ont pu vivre. Des enfants qui rient, qui jouent ensemble et qui vivent une vie qui s'approche le plus à la vie humaine. Nous avons relié notre école à d'autres écoles dans le pays développé afin d'augmenter les frais de scolarité des étudiants. Nous avons collaboré avec les pères jésuites pour les admissions au lycée et aussi avec l'Opus Dei pour les placements à l'université. Les bailleurs de fonds continuent à soutenir l'enseignement secondaire et supérieur de nos élèves. Nos efforts ont permis à de nombreux enfants de quitter la rue, de les protéger de la faim et de bénéficier aussi d'une éducation de qualité, ce qui a permis à certains d'entre eux de sortir leur famille des quartiers informels une fois qu'ils ont trouvé un emploi. Pour ceux qui étaient prêts à retourner dans les villages, nous avons fourni des semences, des graines, des engrais
et aussi de brebis alpines pour le lait. Pendant la pandémie, nous avons soutenu les petites entreprises de nos parents touchées par les perturbations économiques. Nous nous sommes associés à différentes organisations y inclut le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, CARE International et DKA. DKA. Et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les prêtres de Guadeloupe de la paroisse afin de collecter des fonds pour différents projets scolaires. Les bailleurs de fonds nous ont aidés. Et donc, au fur et à mesure que le soutien des bailleurs de fonds diminue, nous encourageons les parents à contribuer à l'éducation de leurs enfants. Nous espérons éteindre et commencer un projet similaire dans l'ouest du pays, à Eldoret. En réponse aux effets et aux défis des affrontements tribaux de 2007 et 2008 qui ont impacté le pays, nous mettons en place un projet similaire à Eldoret pour servir les enfants du quartier informel de Langas et pour absorber de nombreux enfants qui passent leur temps à la rue. Ici, on s'est rendu compte que les garçons vendent, on rencontre des garçons qui vendent des petits articles sur le marché informel. Et lorsqu'on leur demande d'où ils viennent, ils disent on vient de Langas, l'un des quartiers informels les plus grands à Eldoret. Donc, ils vendent des petits articles sur le marché et certains d'entre eux conduisent des motos pour se déplacer ou transporter les gens, alors que les filles n'ont pas les moyens d'aller à l'école et donc elles restent à la maison pour effectuer des tâches subalternes, travailler comme fille de maison chez d'autres personnes ou sont confrontées à des grossesses précoces en raison de leur oisivité et de l'absence de frais de scolarité. La plupart de ces enfants identifient leur lieu de résidence comme étant le quartier familier. Notre projet de paix pour les communautés est pour apprendre aux enfants à vivre ensemble en paix. Nous avons ici un exemple de ce que nous sommes en train de construire. De la partie ouest du pays, nous sommes en train de construire une école inclusive, afin de servir les enfants pauvres venant de Langassa et d'autres quartiers informels et inclure des enfants ayant des besoins spéciaux. En conclusion, à travers notre projet éducatif, nous avons contribué à la réduction de la pauvreté et aussi de la faim par les programmes d'alimentation. Nous avons fourni une éducation de qualité, créé des opportunités pour de nombreux enfants. Nos partenariats et nos efforts de mise en réseau ont été cruciaux pour soutenir et développer ces initiatives, démontrant le pouvoir de la collaboration dans la réalisation des ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16 et 17. Et donc, à travers ce type de projet, nous serons en mesure de participer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Merci de votre attention. Margaret n'est pas là avec nous malheureusement, mais on souhaite la remercier de tout cœur d'avoir partagé cette mise à jour et cette réflexion concernant les plusieurs facettes de ces deux projets de la Société du Sacré-Cœur dans deux domaines au Kenya, Nairobi et Eldoret,
Et c'est vraiment impressionnant d'entendre les différents partenaires mis, qui ont intégré ces projets au fil du temps. Des organismes auprès de l'ONU, tels que l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial, et encore des partenaires naturels d'autres congrégations et aussi des groupes de base de foi tels que les Pères de Guadeloupe ou les Pères jésuites dans les paroisses locales, mais aussi d'autres organisations non gouvernatives telles que CARE International. Et donc, c'est une équipe, un effort conjoint d'équipe afin de fournir des services complets et arriver aux plusieurs facettes de la pauvreté et aussi aux façons dont ces facettes peuvent interagir avec l'éducation et aussi offrir d'autres opportunités, notamment pour cette école qui va être construite à Eldoret, ce qui sera inclusif pour les enfants avec des handicaps et des besoins spéciaux qui sont confrontés à des défis même plus difficiles concernant leurs possibilités à l'avenir. Et donc, c'était vraiment un témoignage excellent qui est offert. Merci infiniment à Margaret et aussi à la Société du Sacré-Cœur. Notre prochain intervenant, nous allons écouter une présentation vidéo d'un autre membre de notre communauté globale qui sera offert par le Père Joël Gaspard Beltrame, qui est un missionnaire claritain et qui nous parlera du travail des clariciens concernant ses présentations et ses expériences liées à l'ODD numéro 1 au Brésil. Et donc maintenant, nous allons entendre la voix du Père Joël. Bonjour à tous. Salutations, je m'appelle Joël Beltrame et je fais partie de la congrégation des missionnaires claretains. Je suis ici pour partager avec vous un petit peu de notre réalité concernant l'ODD numéro 1 et ce qui est fait dans notre pays afin d'y remédier. C'est un sujet très difficile ici au Brésil en raison de la pauvreté, du peu de changements qui ont lieu au fil des ans. Quel que soit le style de gouvernement ou ce que nous voyons est un moyen de contrôle, un moyen de manipuler et contrôler les gens, principalement par le vote. Il y a aussi un changement de critères de définition de la pauvreté afin de masquer la véritable réalité de notre pays. Mais la pauvreté continue d'augmenter et fait souffrir de très nombreuses familles parce qu'elles ne peuvent pas obtenir de quoi survivre. Les objectifs que nous devons garder à l'esprit sont les objectifs qui ont été suggérés. Il est nécessaire d'atteindre 2030 avec de nombreux changements dans ces scénarios. L'extrême pauvreté ne peut plus être acceptée dans notre société. Il faut réduire de moitié la pauvreté et les gens ont besoin de systèmes de protection sociale pour les aider à surmonter cette réalité. Prendre conscience que nous sommes tous égaux et que nous avons tous les mêmes droits. Personne n'est meilleur qu'un autre. Les gens doivent être en mesure de surmonter leur situation de vie et nous devons créer des institutions politiques et garantir à la population un accès à l'éducation et à la formation. Aussi, une mobilisation de ressources. Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu dans le Deutéronome
qui dit qu'il y aura toujours des indigents sur la terre, mais nous devons nous ouvrir à nos frères et nos sœurs. De cette façon, beaucoup de choses vont être réalisées. Et ici au Brésil, nous disposons de certaines de ces données numériques qui sont présentées dans cette diapositive et qui montrent la réalité de notre pays au cours des dernières années. Si nous regardons les chiffres, nous pouvons voir que les choses changent. Mais est-ce vraiment la réalité? Ou s'agit-il simplement de chiffres inventés pour inventer? Il y a une chose qui est très commune dans notre pays, c'est le welfarisme. Le gouvernement fait la charité aux personnes qui sont dans la pauvreté et deviennent des marionnettes du gouvernement et finissent par accepter tout ce que le gouvernement propose. Ils perdent leur sens critique et ne font rien pour sortir de leur zone de confort. Tout cela par peur de ne pas perdre cette petite somme d'argent que le gouvernement leur donne. Et pourtant, il faut créer des possibilités de faire en sorte que la pauvreté soit éradiquée grâce au protagonisme de chaque individu. Il ne faut pas avoir peur de perdre sa propre dignité pour une petite somme d'argent, une somme d'argent dérisoire. Ainsi, si nous regardons les nouvelles de cette dernière année, nous pouvons constater que la réalité de la pauvreté, mais si nous regardons nos villes, les métropoles de notre pays, nous pouvons voir que la pauvreté est en augmentation dans notre pays. Nombre de sans-abri qui dorment et vivent sur les trottoirs, nombre de bidonvilles, d'immeubles de personnes vivant dans la précarité. Le rapport a été présenté à l'ONU cette année, au mois de juillet dernier. Et le premier point, c'est la pauvreté est plus intensifiée dans le nord et le nord-est du pays. Notamment les personnes vivant dans les zones rurales. Diverses politiques publiques ont été mises en place pour surmonter ces urgences nationales et dans lesquelles le pays s'est engagé à réduire la pauvreté. 0,4% chaque année afin d'atteindre cet objectif d'ici 2030. Le pays joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté et de la faim, tout en mettant l'accent sur la petite enfance. Ce qui va de pair avec deux autres objectifs, le troisième et le quatrième, qui traitent respectivement de la santé et de l'éducation. En tant que Claretins, nous ne devons pas rester en marge de cette triste réalité qu'est la pauvreté. Notre engagement auprès de l'Église est en ligne avec les autres objectifs pour éradiquer la pauvreté. L'éducation sociale, la pastorale sociale et dans les différents instituts catholiques se concentrent sur la pauvreté dans le but d'offrir aux êtres humains leur dignité humaine et de les aider à sortir de cette situation dégradante qu'est la pauvreté. En ce qui concerne les travaux réalisés dans notre province claretaine,
Nous aimerons souligner l'action de Claire qui, depuis de très nombreuses années, aux adultes, aide les adultes dans le but de les sensibiliser, de les former, de les éduquer. L'on a réalisé des projets sur plusieurs fronts et donc de cette façon, nous avons réussi à atteindre un grand nombre de personnes qui ont pu surmonter les situations de pauvreté et qui ont réussi à changer leur vie, qui aujourd'hui aident aussi d'autres personnes à sortir de la pauvreté et rêvent d'un monde toujours meilleur. Ma présentation montre que nous avons encore beaucoup à faire. Nous devons travailler pour surmonter cette réalité dans notre pays. Mais ensemble, nous pouvons nous rendre compte que c'est possible et que nous pouvons vivre dans un monde meilleur. Selon le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Je vous remercie beaucoup. Encore, Joël n'est pas avec nous, mais je tiens à le remercier pour son partage de cette analyse. Je le remercie pour ses réflexions. Nous avons apprécié aussi son attention au rapport qui a été soumis par le gouvernement du Brésil au forum politique de niveau de cette année, notamment ses observations concernant des tendances inquiétantes qui existent concernant la pauvreté au Brésil et qu'il a identifié pour nous, notamment dans certaines régions du nord et du nord-est, où il y a une intensification de la pauvreté et non seulement la tendance a originé, mais cela a un impact sur les personnes de couleur dans cette région, les personnes qui vivent dans les parties rurales aussi de ce pays. Et je crains que dans plusieurs pays où cette communauté est présente, nous retrouvons des tendances similaires qui méritent notre attention lorsque nous essayons de trouver remède là où les gouvernements font échec dans un modèle d'assistance ou d'obtention des ODD de l'agenda 2030. Il ne faut laisser personne pour compte et il faut toujours garder la dignité des êtres humains d'abord. Et pour parler donc, nous avons parlé d'un certain niveau de concept philosophique, de maturité conceptuelle qui est demandé pour atteindre l'engagement politique et social dont nous avons besoin en tant que société afin d'accepter le fait que toutes les personnes sont égales et ont les mêmes droits. Et donc, nous sommes impliqués, engagés pour cette idée, pour cette philosophie, afin d'obtenir la justice pour tout le monde. Et notre troisième point qui était très important dans cette présentation de la part du Père Joël et qui m'a profondément touchée, c'est un besoin profond de sources indépendantes d'informations concernant ce qui est possible en termes de services publics et aussi de protection sociale afin que les populations ne soient pas intimidées ou manipulées en pensant que l'offre du présent et les programmes qui sont disponibles à l'heure actuelle sont les meilleurs que le gouvernement peut faire ou que la nation peut faire. Mais le gouvernement, si le gouvernement peut atteindre cela, et donc pour cette raison, ils doivent être réélus, sinon les personnes vont perdre les améliorations qui sont offertes maintenant. C'est faux. Et donc, il y a une forte voix d'indépendance qui se lève des personnes pour apporter des idées alternatives
dans une conversation publique, un récit public. Donc, nous l'avons entendu en tant qu'équipe tout au long des séries des ODD Lab. Et l'un des rôles de grande valeur des leaders religieux dans les communautés qui vivent en conditions de pauvreté, c'est donc d'offrir une voie alternative et fournir des informations. Ce n'est pas, ce n'est pas une alternative qui est fournie par les médias ou la politique. On a besoin de questions critiques et analytiques des différences entre comment les choses sont et comment les choses pourraient être ou devraient être. Et donc, c'est une autre observation qui est venue aussi du père, du partage du père Joël. En tout cas, merci infiniment à Joël et merci aussi aux missionnaires claretins pour tout le travail qu'ils font au Brésil. Notre troisième intervenant pour aujourd'hui se joignent à nous du Pérou. Et donc, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir dans la salle Monsieur José Bayardo Chata, qui est partenaire du Mérinol, membre de l'équipe auprès de Duma au Pérou, et qui travaille en équipe avec d'autres membres qui ont participé à la délégation JICOR cette année, y inclut Yolanda Flores et aussi Cristobal Yugra Villanueva. José nous parlera au nom des trois qui sont membres donc du partenaire Ménol au Pérou, qui est connu en tant que DUMA, un acronyme pour Derechos Humanos y Medio Ambiente, les droits humains et environnementaux, au Pérou. Maintenant, je passe la parole à José afin de partager ses interventions et ses réflexions sur l'avancement de ce pays. José, merci infiniment. Salutations à tous et toutes. Oui, donc j'ai déjà été bien présentée. Et donc, nous, auprès de Derechos Humanos y Medio Ambiente, nous travaillons dans l'accompagnement des personnes autochtones au Pérou. Je souhaite partager une petite présentation, si vous le permettez. Notre travail principal, c'est avec les personnes autochtones, populations autochtones, dans des euh, conditions de conflit. Prochaine diapo. Juste pour comprendre un peu le contexte national, le voici. Là, vous avez un plan des conflits sociaux qui sont en cours dans notre pays. Vous pouvez voir que dans la zone des montagnes, mais aussi dans la partie nord du gouvernement, donc la zone des Amazones, les conflits sociaux sont plus importants, sont plus forts, dû à des facteurs politiques de la société en général. Par exemple, vous pouvez voir Thun dans la zone Puno dans le sud avec Cusco et Apurimac en orange. Ce sont les régions qui connaissent le plus de conflits. Et pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de mines dans ces zones. Et donc, nous voyons des conflits sociaux qui se vérifient dans ce contexte, car il y a des réactions sociales en opposition à ces activités de minorité. Prochaine diapo. Et donc, nous voyons un bon pourcentage ici. Prochaine diapo. Prochaine.
Vous pouvez voir donc que il y a 100% des conflits. 56,7% retrouvent ces racines dans des facteurs socio-environnementaux. Il y a beaucoup de problèmes dans cette situation qui ont à voir avec la société et aussi l'environnement. Voici les données publiques de l'Ombudsman. Et vous pouvez voir qu'environ 60% des problèmes socio-environnementaux au Pérou trouvent leur origine dans la société et l'environnement. Sur 66% de ces conflits, plus de 60% trouvent leur origine dans le secteur minier de l'extraction. Et donc, nous pouvons dire que l'origine du des conflits principaux au niveau national, mais aussi dans la partie sud et dans les zones plus reculées. L'extraction joue un rôle crucial dans plusieurs conflits avec le pétrole. Et donc, si nous mettons ensemble ce 24% qui concerne le pétrole, notamment dans les Amazones, plus 63% des mines, eh bien, vous pouvez voir que cela fait plus de 80%. Et donc, plus de 80% sont les extractions, le pétrole ensemble, à la cause des conflits existants. Bien évidemment, tout cela est dû à l'imposition de ces activités d'extraction dans les zones autochtones, dans les Amazones et aussi dans les autres zones. Malheureusement, les personnes autochtones doivent souffrir pour toutes ces activités qui sont imposées. Toutes ces communautés dans les zones indiennes et des Amazones souffrent de ces activités. Et donc, nous voyons l'imposition d'autres types de styles de vie et la réaction est une réaction naturelle. Et donc, l'imposition, bien évidemment, auront une réponse. Et les personnes ont demandé de d'avoir leurs droits respectés. Et là, nous avons la Convention 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui nous permet de demander la revendication des droits des peuples autochtones. C'est un outil très important au niveau juridique qui a été ratifié en 1995 au Pérou, donc cela fait presque 30 ans. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu que cette convention a été pleinement mise en œuvre. Par exemple, dans les consultations, il y a pas d'autodétermination, de respect de l'identité culturelle, mais ce sont des droits qui ne sont de base, mais qui ne sont pas respectés au Pérou. Et donc, Derechos Humanos y Medio Ambiente a été au tribunal pour débattre de ce type de sujet, pour défendre ces droits. Nous avons 3 réseaux avec des avocats internationaux afin de voir ces droits mis en œuvre. Lorsqu'il y a des incursions, les mineurs ne savent pas quoi faire ou ils ne savent pas à qui parler. Et donc, la première réaction, c'est d'avoir des démonstrations des droits fondamentaux.
le tribunal reconnaît ces droits de base, mais malheureusement, l'État dit que démontrer n'est pas suffisant. Et donc maintenant, les personnes, hommes et femmes, sont en train d'être portées dans les tribunaux car ils ont fait des manifs. Et donc, nous avons vu des persécutions comme ben, dans d'autres pays, bien évidemment. Nous essayons de voir la solution à ces problèmes. Nous disons que les personnes doivent manifester, mais car c'est leur droit. Mais en fait, c'est un sujet très sensible. Et nous voyons qu'en fait, ce droit n'est pas respecté. Nous essayons de faire de notre mieux avec les avocats et représentants légaux. Nous avons reporté aussi les ministères représentants des mines aux tribunaux. Et, et nous avons vu des progrès dans un certain sens, car nous avons vu que le tribunal a dit que les consultations sont présentes. La convention de l'OIT 169 est là et donc doit être respectée dans notre pays aussi. Et donc toutes ces choses qui ont été faites sans que la population ne le sache n'est pas légal. Et donc cela a été enfin reconnu. Chaque chose doit être informée et doit être faite en bonne foi et de façon interculturelle. Là, nous pouvons voir l'interculturalité parmi les facteurs. Très souvent, nous ne pouvons pas nous comprendre entre nous, mais nous vivons parmi des personnes racistes. Nous pensons que imposer les choses et des projets spécifiques dans les Amazones et dans les zones indiennes a une composante raciste, car ces personnes ne sont pas traitées de la même manière. Par ces consultations préalables, nous souhaitons éviter beaucoup de conflits, car nous souhaitons créer le dialogue. Et donc, très souvent, la communauté comprend lorsqu'ils sont déjà en train de travailler dans les mines et ne savent pas quoi faire. Ils parlent aux gouvernements régionaux. Et lorsque l'on demande que faire, ils n'ont pas de réponse. Il y a très peu d'avocats qui travaillent à ces sujets pour la convention de l'OIT numéro 169. Les personnes n'en parlent pas. Ce n'est pas comme d'autres euh, d'autres lois. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à cela, pas de façon de répondre à cela. Nous avons créé ce système, nous avons vu des résultats et donc aller au tribunal est en fait avoir un juge au tribunal qui nous dit ce qu'il faut faire et qui fait donc respecter la loi. Nous essayons d'avoir la justice environnementale en essayant d'avoir un impact sur les personnes. C'est le travail que nous devons faire et que nous faisons auprès de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Nous allons voir les communautés pour dire, vous avez la convention de l'OIT numéro 169, vous devez la connaître par cœur. C'est un outil très, très fort. C'est votre outil. Et donc, vous pouvez aller où vous souhaitez. Et personne ne pourra vous arrêter, vous dire que vous êtes en faute, que vous êtes stupide. Non, car vous êtes renseigné. Et de cette façon, vous serez en mesure de défendre votre droit. Les personnes doivent connaître les outils à disposition. Dès que nous avons cette convention, alors ils m'ont dit, ah oui, José, allons au tribunal, nous devons défendre nos territoires, nous devons protéger nos territoires, car cette plan, prochaine diapo, s'il vous plaît.
Là, vous voyez, il y a quelque chose que nous pouvons voir sur Internet, donc c'est public. Mais ces États n'ont pas d'Internet. Là, en bleu et en vert, ce sont les mines. Les mines présentes dans l'ensemble du pays, dans les montagnes et dans les autres zones. Et c'est impossible, il est impossible pour les communautés de réaliser tout le nombre de ces mines. Mais il y en a tellement. Et donc, ils me disent, José, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire? Ou alors, comment pouvons-nous lutter? S'il n'y a rien à faire, allons au tribunal afin que nous pouvons autonomiser ces communautés. Aussi, la façon dont on force ces communautés et on ne respecte pas leurs droits. On pense que si toutes les personnes autochtones connaissaient ce document et s'ils avaient des avocats, eh bien, ils pourraient plaider pour leurs droits et se défendre à eux seuls. Si seulement on arrivait à y parvenir, eh bien, Douma disparaîtrait comme organisation car on n'aurait plus rien à faire. Mais nous souhaitons aider ces personnes qui sont tellement vulnérables car nous souhaitons défendre ces territoires. Prochaine diapo. Là, vous pouvez voir toute la pollution. Là, vous avez le lac Titicaca, c'est le lac plus grand, le plus grand lac salé entre la Bolivie et le Pérou. En rouge et en orange, vous pouvez voir toutes les rivières qui arrivent dans le lac Titicaca, mais qui sont toutes polluées. Nous avons des métaux polluants qui viennent des montagnes. Et ce qu'avons-nous là-bas? Bah, des mines, bien évidemment. Et donc, c'est ainsi qu'on a pollué les rivières. Et donc, cette lutte des gens ne s'agit pas seulement de Patamama, de la terre, mais il s'agit d'eux-mêmes, car ils boivent, ils sont en train de boire cette eau qui est polluée. Et donc, cela peut créer des grands problèmes, tels que l'anémie, par exemple. C'est l'une des pires maladies au Pérou. Nous avons des enfants âgés de 0 à 3 mois qui ont déjà de l'anémie et qui sont déjà remplis de métaux polluants, qui sont déjà leur corps rempli de métaux polluants. Et donc, c'est à cause de l'eau que l'on boit. Cette lutte, la lutte de ces gens ne concerne pas seulement la terre et l'eau, mais il s'agit aussi de santé et d'intégrité. Et c'est le juge qui nous l'a dit, car il s'agit de dignité humaine. Une personne qui n'a pas accès à ces services de base et qui est en train de boire une eau qui est polluée et qui est venimeuse, eh ben, n'a pas d'accès à la dignité. Et donc, il faut plaider pour tout cela. Et je vais en conclure là. Là, hier, on a eu la Fiestas de la Patria, donc le jour de l'indépendance du Pérou, 2300 ans d'histoire. Et les personnes autochtones ont encore leurs droits violés. Nous avons eu les colonies, et les colonialistes, ils avaient fait le même. Et maintenant, le même avec le gouvernement. Le gouvernement est en train de tuer ces personnes, tout comme l'avaient fait les colonialistes. Monsieur Boulouarté est en train de tuer des gens aussi à cause de la pollution. Vous pouvez voir de vous-même les rivières. Vous voyez les rivières des mines et aussi les rivières naturelles, comment elles se combinent, elles se rencontrent. Et les animaux aussi qui boivent cette eau qui est polluée et les personnes qui mangent par la suite ces animaux. Et donc, vous voyez, il faudrait rajouter un volet à l'agenda de justice sociale. Si cela ne change pas, si on ne fait rien, la situation ne va pas changer et les personnes doivent comprendre que c'est maintenant le temps de lutter au niveau politique. Et maintenant, nous avons besoin d'inclure dans nos agendas cette question si importante.
La question de justice politique, je crois que ce serait un véritable progrès. Et pour nous, c'est très important. On est fiers. La population ne se bat pas seulement pour la population de la santé, mais il s'agit aussi des gouvernements, de notre travail. Nous avons cette façon d'influencer les décisions et nous essayons d'être ambitieux afin d'avoir ces changements structurels pour les personnes. Merci, merci infiniment pour votre attention. C'est la fin de ma présentation. Merci infiniment de l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Merci et à bientôt. Merci infiniment, José. C'est un honneur en fait d'entendre ta voix, de travailler avec toi. C'est vraiment essentiel pour nous et c'est un travail exceptionnel que vous faites, comme tu l'as dit, pour réunir les inquiétudes, non seulement pour euh, les questions liées à la pauvreté, mais aussi les questions dont la pauvreté, la santé et aussi la terre-mer sont intégrées dans l'intégrité, la dignité de nous tous et toutes, êtres humains et autres êtres vivants, les animaux, et comment ces efforts devraient être intégrés. Et les efforts que vous êtes en train de faire pour faire en sorte que les personnes connaissent leurs droits et savent qu'ils peuvent parler pour parler et protéger la terre-mère. C'est vraiment le fondement essentiel pour établir au Pérou une organisation telle que Douma n'est pas, afin que Douma ne soit plus nécessaire, disons, et donc afin que les droits soient respectés. Donc, je dirais que tu es exactement là où tu dois être. Tu as tes espoirs, tes objectifs. Donc, ton espoir n'est pas de continuer de faire ce travail pour toujours ou de euh, occuper l'espace pour toujours, mais vraiment pour espérer d'apporter un changement, de créer un monde dans lequel ton travail n'est plus nécessaire car les personnes connaissent leurs droits et connaissent les façons dont ils peuvent euh, faire respecter leur dignité afin de demander ce qui est à eux de droit à travers des structures de l'État qui respectent leur droit à avoir accès à l'eau propre, à une terre propre et aussi réunir vraiment, comme tu l'as dit, la justice sociale et la justice politique afin que tout le monde puisse vivre en bonne santé et ait ce dont ils ont besoin. Donc, ton travail est vraiment exceptionnel, notamment pour atteindre les endroits où il n'y a pas beaucoup d'informations, où il n'y a pas d'accès à Internet régulier. Donc, les personnes peuvent connaître leurs droits ou quelles sont les opérations, quelle est l'envergure des opérations minières d'extraction et quels sont donc les vrais problèmes et les défis. Ce rôle de partager les informations est vraiment fondamental. Et un autre thème que nous avons entendu lors de nos sessions des labs, c'est de partager des bonnes nouvelles de certaine façon, lorsqu'on parle avec l'Évangile, donc porter l'Évangile, porter la bonne nouvelle de la commotion, dans ce cas de l'OIT 169, qui fait partie de la bonne nouvelle qu'on doit partager en tant que communauté de foi. Et donc, merci encore une fois pour ton travail exceptionnel et merci aussi d'avoir pris le temps de faire une présentation à nous tous et de partager ce que vous faites avec nous tous. Donc, nous avons entendu la voix de tous nos intervenants, toutes les présentations d'aujourd'hui.
José est le seul qui est avec nous parmi les présentateurs. Donc maintenant, j'invite tous ceux qui sont présents, si vous avez des commentaires ou des questions que vous souhaitez partager pour répondre à ce que vous avez entendu, ou alors si vous avez des questions pour José notamment, je vous invite à partager ces questions avec nous. Vous pouvez tout simplement lever votre main. Si vous avez votre caméra allumée, vous pouvez lever votre main physiquement. Ou alors, si vous souhaitez, vous avez aussi la main numérique. Donc, vous retrouvez le bouton dans l'option réaction qui a une petite smiley et vous avez levé sa main. Ou si vous ne le voyez pas, juste allez dans le bouton plus autre, les trois petits points, et vous allez voir l'option pour lever votre main. C'est une autre façon de le faire pour attirer notre attention. Et si vous souhaitez, vous avez également le chat pour écrire votre question. Et moi, je vais partager toute question que je verrai dans le chat à haute voix. Bien, je vais commencer. Je vois une question dans le chat et je crois que c'est pour toi, José. La question: est-ce que les multinationales et entreprises d'extraction et minières dans le monde entier écoutent notre voix et aussi le cri d'aide des personnes? Est-ce qu'ils voient les dommages qu'ils sont en train de causer aux êtres humains et aussi à toute la création? Et en plus de ces questions, il y a aussi un grand merci pour ton courage dans le fait de répondre à ce défi qui est très, très grand. José, est-ce que tu souhaites répondre à ces questions concernant la conscience des entreprises d'extraction minière? Oui, malheureusement, non, ils n'ont pas une vision sociale, pour ainsi dire. Et donc, la culture de l'Ouest occidentalisé, notamment avec la libéralisation qui priorise l'argent sur toute chose, et aussi ces sociétés ont cette vision. Tout qui est pris de la terre, qui dépouille la terre. C'est ce qu'ils font. La lutte pour la terre ne doit pas s'arrêter, n'est pas finie. Et les personnes le disent. Ils ont pris dans leurs mains notre terre, mais nous sommes encore là après le colonialisme, après plus de 400 ans, plus de 2000 ans, nous sommes là avec nous voyons le nouveau colonialisme avec ces entreprises d'extraction minière. Ils sont en train d'extraire du sol ce dont ils ont besoin afin de devenir davantage riches. Nous ne voyons pas un engagement, un vrai engagement des compagnies. Sinon, il y a des années, ils se seraient déjà engagés avec la convention de l'OIT 169. Oui, ils la connaissent, mais ils, ils ont des grandes équipes de pardon, d'avocats et des professionnels, donc ils ne veulent rien faire. Ils ne font que leur intérêt. Bien sûr, ils connaissent ces problèmes. Et ils ont une grande responsabilité, car ils sont responsables, car ils savent que la plupart des gens ne connaissent pas cette convention des Lido.
de l'OIT. Et il n'y a pas de justice par conséquent. Bien évidemment, c'est un abus de pouvoir, hein, car les autres personnes ne le connaissent pas et ne connaissent pas la réalité. Et le pire ennemi de la dignité est la pauvreté, car ils savent que je n'ai jamais vu beaucoup d'argent ensemble de ma vie. 6 000 $ par exemple. Mais pour eux, c'est rien. Ils ont des tonnes d'argent. Ce sont des sociétés qui vont juste payer pour avoir la terre qu'il leur faut et ils vont tout simplement faire plus d'argent. Et donc, ce n'est pas une situation d'égalité. Cette relation n'est pas égalitaire. Nous voyons des injustices partout. Nous voyons la pauvreté, encore une fois, car les personnes souffrent, les autochtones souffrent de pauvreté. Les droits humains sont complètement manquants. On ne voit pas de compagnie, de société qui dit oui, bien sûr, je vais respecter ces droits humains. Non, pas du tout. Dès le début, et ils auraient pu faire quelque chose, mais ils ont choisi de ne pas agir en faveur des autochtones, des populations locales. Merci, José. Oui, effectivement, c'est une différence fondamentale. La motivation du revenu est la motivation pour un bien qui est différent. Et donc, le fait de chercher la dignité, la paix, la santé, ce sont des buts bien différents. Et je vois aussi que Efren Chirinos a levé sa main. Efren, tu as la parole. Oui, bonjour, bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour Teresa et bonjour tout le monde. Tout ce qui a été partagé était magnifique. Nous montre un très magnifique. Aujourd'hui, nous parlons de pauvreté, nous parlons de mettre fin à la pauvreté. C'est bien. Et c'est bien de voir comment nous traitons ces sujets. Je travaille aussi dans la zone des Amazones et c'est un domaine qui est si vulnérable où nous pouvons voir tous ces problèmes avec les droits humains. Et donc, pas de pauvreté. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie tuer les gens pauvres, les indigents, et donc il n'y aura plus d'indigents? Ou alors est-ce que cela signifie essayer de trouver des bonnes choses pour ces gens vulnérables? Ce que je veux dire, c'est que dans certaines ONG, sociétés, ils essayent de mettre leur intérêt sur les autochtones, par exemple, en regardant le bien-être des femmes. Oui, ils ont mis quelque chose à leur intérieur et donc la pilule afin qu'elles ne restent pas enceintes. On emploie, on voit qu'avant il y avait beaucoup d'enfants, maintenant il n'y a plus d'enfants. Il y a des maladies spéciales. Et donc, comment mettre fin à la pauvreté? Il est important que l'on comprenne la façon dont mettre fin à la pauvreté. Et donc, les mines, avec la... C'est une prostitution de la terre-mère et c'est terrible, mais ce n'est pas la façon pour mettre fin à la pauvreté. Ce n'est qu'une façon pour augmenter la pauvreté.
Et donc, dans la zone des Amazones, nous voyons que des grandes sociétés mettent en danger la promotion de la dignité, aussi la valeur de la vie, les êtres vivants de notre planète. Nous sommes en train de vivre des moments très, très difficiles et c'est un monstre, en fait, avec lequel nous vivons dans cette zone du monde et dans plusieurs endroits autour du monde. Donc, nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin d'avoir des formations où nous pouvons plaider, où nous pouvons les apporter au tribunal, où nous en sommes au niveau mondial. C'est une réflexion dont on a besoin afin que l'on occupe notre temps. Parfois, la théorie et les concepts peuvent être très bien romantiques, sensibles, mais en fait, nous avons besoin de pratique et de protection. Mais ce n'est pas toujours facile. Merci infiniment, Efren. Et je pense que ce dernier point sera une bonne transition sur la question que nous allons entendre de la prochaine personne qui va intervenir, qui est Anita Charia, notre coordinatrice JICOR en Inde du Sud. Anita, à toi la parole. Merci infiniment pour la présentation et je suis ravie de m'adresser à vous car je pense que la communauté autochtone dans le monde entier vive des problématiques climatiques. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de règles dans nos pays au niveau national ou international, mais qu'il y a beaucoup de contrastes et c'est très difficile de négocier avec ceux qui ont le pouvoir. Et donc, ma question était, quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés, du moins dans les dernières années, si vous connaissez aussi le secteur, quels sont les risques en tant qu'activiste sociale et religieuse? Je me demande comment vous soutenez ou vous essayez de relever le défi concernant la sécurité, la gestion des risques même. L'implication des leaders communautaires est importante car dans les communautés, les organisations, il est important de voir comment construire une force, une résilience et mitiger les risques. Je ne m'attends pas à une réponse parfaite, bien sûr, mais je suis juste curieuse à savoir comment vous agissez. Est-ce que je peux répondre, Teresa? Oui, s'il te plaît. Alors, c'est vrai. Et par exemple, la stérilisation forcée, c'est une vérité au Pérou. Cela s'est passé aussi au Pérou. Et donc, comment mettre fin à la pauvreté si en fait on tue les pauvres? Bah, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de faire malgré le colonialisme. Bon, ils ont essayé plus récemment de le faire. Et la population, nous avons vu des génocides dans ces zones, dans le sud du monde, mais aussi dans d'autres continents, comme tu le disais, Nita. C'est quelque chose que nous avons déjà vu un peu partout. Mais ils pensent que maintenant, ils sont en train d'éradiquer leur culture, la culture des personnes. Et donc, la Convention de l'OIT 169 demande à tous les indigènes, tous les autochtones dans tous les endroits où ils sont, non seulement les autochtones, euh, eh bien, les autochtones peuvent s'habiller comme les autres, tout simplement. On va à l'université, ce n'est pas des autochtones qui habitent dans les tribus, ce sont des personnes qui ont déjà migré dans les villes,
en Europe. Et donc, nous avons vu que c'est une attaque de la part du gouvernement, des nations, des sociétés. Ils disent non, il n'y a pas d'autochtones. Non, c'est pas vrai. Donc, la convention OIT n'a pas de sens. Eh bien, nous voyons que l'élimination des gens est aussi cela. Et bien sûr, les personnes indigènes devraient s'habiller, je ne sais pas, avec les coutumes traditionnelles, ceux qui avaient l'habitude de mettre des feuilles de bananier, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est dans la littérature. Et on ne peut pas aller à l'université habillé en feuilles de bananier. Alors, peut-être aussi le fait de migrer, c'est pour chercher des opportunités ailleurs. Et donc, l'identité me définit en tant que personne. Nous voyons donc qu'il y a des problèmes même dans ce sens. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait paraître pas important, mais au fait, c'est très important pour pour nos personnes. Toi, José, tu n'as pas de rituel pour la terre, tu ne parles pas quechua ou mara. Et alors, qui es-tu? Mais qui es toi pour me dire qui je suis? Moi, je connais moi-même, ma famille, mes ancêtres. Moi, je les connais. Et donc, je connais mon sang. Vous ne pouvez pas me dire que moi, je perds mon identité car je m'habille à l'occidental. Non, ce n'est pas c'est juste une façon de concilier notre culture avec quelque chose que vous avez vu c'est quelque chose que vous avez vu dans votre pays aussi, peut-être. Et alors, ce que disait mon frère, c'est lutter dans ces contextes est très dangereux. Oui, nous pouvons voir beaucoup de violence. Nous avons vu beaucoup de violence à l'égard des ONG et nous employons tout le temps le mot terrorisme, terroriste environnemental contre le système. Oui, c'est vrai que nous l'avons vu, mais heureusement, nous n'avons pas vu d'autres problèmes ici pour nous. Nous pensons que notre arme principale est le fait d'être connu, bien connu parmi les personnes qui luttent pour les droits humains. Car, bien sûr, cela signifie que nous sommes exposés, mais c'est une bonne chose. Nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes qui se vérifient dans la zone des Amazones, car personne ne le voit, personne ne le voit. Nous avons besoin de être entendus, nous avons besoin de créer ce dialogue. Et cela crée de la sécurité pour nous, je pense. C'est vrai, ma même famille me dit, mais que fais-tu? C'est dangereux à chaque fois que tu te confrontes à quelqu'un, ils vont te tuer. Fais gaffe. Mais oui, j'espère que les jeunes pourront voir que c'est possible, que nous pouvons lutter et que nous avons besoin d'être courageux. Nous devons partager la nouvelle que c'est possible. C'est très peu de nous, mais nous sommes déjà en train de faire beaucoup et c'est beaucoup pour ces temps auxquels on vit et la solidarité que nous ressentons de vous. Vous êtes avec nous dans notre lutte. Nous pouvons vraiment aller voir les gens et dire oui, nous voici. Merci pour tes commentaires, José. Et je peux vraiment tout à fait comprendre pourquoi ta famille a peur pour toi. Et je suis sûre que toi aussi, tu as peur dans ton travail car tu choisis de faire un travail qui a besoin de beaucoup de courage, ce qui ne signifie pas que tu n'as pas peur, mais bon, c'est
La signification de courage, c'est de faire ce qui est juste, même lorsqu'on a peur d'agir, hein, on a peur de le faire. Et donc, nous as fait remarquer un bon point concernant la souffrance auprès de la population autochtone avec lesquelles tu travailles et dans plusieurs parties du monde. La partie de la souffrance, c'est que la souffrance est invisible à la plupart des personnes à l'extérieur de communautés. Et comme c'est invisible, eh bien, alors elle a la permission de continuer. Ou alors, si la communauté souffre, ils peuvent être tout simplement attaqués ou opprimés, oppressés, et personne n'en sera témoin. Et donc, d'une façon, élever notre visibilité, élever notre voix, il peut paraître que cela nous met en danger d'une certaine façon dans certains contextes, que cela est aussi une source de sécurité. C'est complexe, une réalité complexe, mais les défis que nous sommes appelés à relever sont certainement complexes. Et donc, notre réponse doit être à la hauteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires que quelqu'un souhaite apporter? Oui, sœur Franca, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Je suis rentrée à Londres et c'est bien d'être là et de vous revoir cet après-midi. Je souhaitais tout simplement remarquer ce que sœur Margaret a partagé concernant le travail avec les enfants de la rue et aussi ce que le frère Joel a partagé concernant le gouvernement qui donne des salaires très très bas pour cela, pour ces tâches, mais pour moi, ce sont des expériences de vie vraies, de vraie vie. L'année passée, au Nigeria, il y avait une campagne pour élire un nouveau gouvernement, un nouvel... Et j'ai demandé à ma famille, alors, qui allez-vous voter? Ah, peut-être, je vais voter pour NPCAT. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi tu dois voter pour NPC? Il m'a dit, oui, ben, en fait, j'ai pris 1900 naira tous les mois, du moins, et cela, c'est moins d'1 dollar, moins de livres sterling. Et alors, cela, comment t'aide à former tes enfants, à mettre de la nourriture sur table, des choses similaires? Ouais, bon, c'est le type de travail que le travail au Pérou est en train de faire, hein. Donc, le plaidoyer de la base pour aider vraiment les personnes à apprendre, à travailler pour une durabilité sur le long terme plutôt que des choses à court terme qui nous donnent très peu de soulagement intermittent. Et pour le travail avec les enfants de la rue, au Nigeria, du moins, de ce que je sais, ce n'est pas seulement la famine, les inondations ou les feux qui sont les causes de la pauvreté. Il y a aussi des pratiques culturelles et traditionnelles qui poussent les enfants à, à aller à la rue. En 2012, il y a eu une étude indagant les causes des raisons, enfin, pour lesquelles les Nigériens sont à la rue. Et donc, on a découvert qu'il y avait aussi le problème des droits de propriété. Les oncles, par exemple, ne voulaient pas avoir les neveux qui grandissent dans les familles car ils auraient pris leur terre. Dans les familles polygames, par exemple, la deuxième femme ou deuxième mari ne veut pas d'enfants qui grandissent, sinon il y aura une lutte dans la famille, au sein de la famille. Et ensuite, les accusations de envers les enfants qui se comportent différemment, euh, voilà, donc qui sont curieux, et qui sont accusés d'être des sorcières ou des sorciers, donc accusés de sorcellerie. Et donc, il faut comprendre la façon, les causes pour lesquelles ces enfants sont à la rue. Nous avons besoin aussi d'aller en détail, en profondeur, et changer les causes systémiques qui poussent les enfants à quitter le foyer et aller à la rue. Sinon,
on sera en train de lutter toute notre vie pour essayer d'aider les enfants, et les éduquer, mais en fait, ils devront rentrer chez eux et rentrer dans ce type de situation traditionnelle qui, en fait, vont empêcher la rédemption ou vont empêcher leur évolution, leur transformation. Merci infiniment. Merci, Sir Franca, d'avoir posé une autre composante importante des normes politiques de notre cadre légal qui a un impact très important sur la pauvreté, même à partir du bas âge de l'exemple que tu as apporté, le fait de grandir dans une situation de pauvreté où il y a des difficultés à, par exemple, avoir de la terre, hériter de la terre, ou alors protéger, notamment lorsqu'il y a des intérêts de société, des grandes compagnies qui sont en mesure de payer des grands prix pour obtenir, pour s'accaparer les terres, et aussi des composantes de secteurs tout entiers, de politique, de cadres politiques qui peuvent vraiment mettre des limitations, des restrictions aux possibilités pour avoir mené une bonne vie ou pour avoir une vie complète, épanouie dans plusieurs endroits du monde. Et donc, merci d'avoir mis en valeur un autre aspect, un autre fil de notre tapisserie de compréhension des réalités complexes qui incarnent la pauvreté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions que vous souhaitez partager avec nous? Et bon, je vais demander à José s'il a des remarques finales qu'il souhaite partager avec nous. Comme tu es le seul intervenant en ligne avec nous, est-ce qu'il y a des derniers propos que tu souhaites partager avec nous? Juste un grand merci. Et je voulais dire que c'est une lutte qui dure depuis des années et ce n'était pas une lutte qui a vu le jour hier, hein. Nous avons fait bien sûr des progrès. Parfois, on me dit oui, tu as raison, cette convention de l'OIT existe, mais dans d'autres, même à d'autres endroits, on se demande où est-ce que l'on peut voir où sont ces personnes autochtones. Eh bien, on ne peut pas demander cela car ce ne sont pas des autochtones. Nous avons vu beaucoup de personnes, beaucoup de réponses. Et les personnes travaillent, doivent continuer à lutter pour ces droits. Mais nous avons appris de notre sœur Patricia Ryan, qui était la présidente de notre association. Et je crois que ce que elle nous a passé le signe de ce que nous pouvons faire. Elle nous encourageait tout le temps. Et je crois que nous avons compris que nous avons ce courage, en fait. Et cette option préférentielle pour les êtres humains. Et le fait d'avoir, avant d'être, avant on avait un autre évêque. Lorsque cet évêque est arrivé, il nous a dit oui. À l'église, nous devons faire la messe et c'est tout. Il n'y a pas de travail social, rien d'utile, rien. Oui, c'est vrai, bon, on a la messe, mais certaines congrégations souhaitent vraiment faire la différence. Et ça, c'est la vraie église. Et c'est le but pour lequel l'église est née. Malheureusement, il y a d'autres options dans l'église qui nous montrent qu'ils sont en train de détruire cette partie de l'Église qui essaye de se battre pour les pauvres.
Nous pouvons penser que c'est impossible, mais si l'on ne fait rien, bien sûr, ce sera impossible. Merci à nouveau pour l'invitation et de m'avoir donné l'opportunité de partager ma contribution. Merci aussi de la part de Douma. Merci à toutes nos sœurs et nos frères. Merci de cette possibilité de m'être adressée à vous. Merci, José. Et nous avons, tes derniers propos me rappelaient de l'Évangile que j'ai lu hier, même l'idée lorsque l'Église existe. La lecture d'hier, le fait de nourrir les 5 000 avec les poissons et les pains et les histoires me rappellent que l'Église est de notre côté parmi les personnes et il s'agit de faire en sorte qu'il y ait assez pour tout le monde, pour faire du bien et pour être bien dans ce monde. Mais nous avons besoin d'être à l'extérieur parmi les personnes et non pas professer une foi. C'est possible pour tout le monde de pouvoir être en santé, de vivre en dignité, mais aussi de faire un travail et de faciliter la redistribution de ressources et d'être aussi d'inspiration les uns les autres, faire partie de ces efforts sur le long terme. J'espère donc que non seulement lors de cette session, mais aussi tout au cours des 6 sessions que nous avons eues de ces ODD Lab, que chacun d'entre nous a eu l'opportunité d'avoir un sens d'espoir renouvelé dans l'accompagnement l'un de l'autre, dans ce travail de redistribution aussi des dons qui nous sont offerts sur Terre et aussi du travail euh, faire, euh, de prouver notre voix, de faire entendre notre voix là où il y a de la souffrance, des problèmes. L'on est dans ce travail ensemble et nous pouvons être une église qui existe au sein des cathédrales, et aussi à la messe et de la rituel, mais aussi à l'extérieur dans les quartiers informels, au Kenya, auprès des communautés indigènes, autochtones au Pérou et aussi dans les zones rurales de l'Amazone au Brésil, partout. Nous sommes plus communauté de ce que nous sommes institution. Et donc, par cela, merci de ces sessions et merci d'être cette communauté qui, en plus de tous ces endroits, peut exister aussi en ligne et sur Zoom. Et aussi, peut-être, ce n'est pas très romantique, mais je suis vraiment fière d'avoir eu la possibilité de me connecter avec tous, d'apprendre de vous tous et toutes. Et j'ai hâte d'avoir plus d'opportunités de le faire à l'avenir. Et donc, merci infiniment pour votre participation. Et merci aussi pour les différentes façons dont vous avez contribué au développement durable au sein de vos communautés et aussi dans les différentes structures, tous les niveaux confondus. Merci infiniment et merci aussi à nos interprètes, comme toujours, qui nous ont accompagnés dans ce parcours. Et j'ai hâte de me connecter à vous bientôt.